On dit que les familles françaises sont liées par quelque chose de plus profond que le sang, la tradition, le devoir, la promesse sacrée de prendre soin des siens. On ne mentionne jamais ce qui arrive quand cette promesse se transforme en chaîne. Quand l'amour devient un levier. Quand les mains qui vous tenaient enfant deviennent celles qui vident vos poches pendant votre sommeil. J'ai 73 ans. J'ai survécu aux grèves de 68, élevé 3 enfants avec le salaire d'une secrétaire et enterré un mari qui m'a aimé pendant 47 ans. Je croyais savoir à quoi ressemblait la trahison. J'avais tort. Le café fumait encore lorsqu'il m'a frappé à la poitrine. Imaginez, un petit appartement du 11e arrondissement, le genre aux murs fins et à la patience encore plus fragile. La lumière du matin filtrant à travers les rideaux de dentelle que ma grand-mère avait brodés avant la guerre. L'odeur du café au lait et de la baguette de la veille. Normal. Paisible. Le dernier moment normal que je vivrais avant des mois. J'étais assise à ma table de cuisine, la même table où j'avais aidé mes enfants à faire leurs devoirs, où j'avais compté des pièces pour payer le loyer, où j'avais pris d'innombrables repas seuls après la mort de Jean-Paul. Ma hanche me faisait encore mal depuis l'opération d'il y a 3 mois. Les épingles de métal étaient froides dans l'humidité matinale, un rappel constant que je n'étais plus la femme que j'étais. C'est alors que Céleste est entrée. Ma fille. 45 ans, 2 fois divorcée, et porteuse de cette colère française si particulière qui n'est des rêves trop longtemps différés. Elle avait Lucas avec elle, mon petit-fils, 19 ans, doux comme le sont les jeunes hommes quand le monde ne leur a pas encore appris à être dur. Maman, dit-elle sans s'embêter à dire bonjour. Il faut qu'on parle. Comme si j'étais une enfant sur le point d'être grondée. Comme si j'étais le problème dans ma propre cuisine. Lucas se traînait derrière elle, les yeux rivés sur son téléphone, les pouces bougeant comme s'il dirigeait un orchestre invisible. Jouer, toujours jouer. Le garçon vivait de pixels et de promesses, dépensant de l'argent pour des choses qui n'existaient dans aucun monde que je comprenais. Lucas a besoin de 5000 €, annonça Céleste. Comme ça. Sans préambule, sans s'il vous plaît, sans explication. Une exigence déguisée en conversation. Je posai ma tasse de café. La porcelaine tinta contre la soucoupe un bruit qui me parut soudain trop fort, trop fragile. 5000 € pourquoi? Du matériel de jeu. De qualité professionnelle. Il se construit une clientèle en ligne, il gagne de l'argent. C'est un investissement. Un investissement. Le mot avait un goût amer. J'avais déjà entendu parler de ces investissements. La crypto-monnaie qui avait disparu. Le cours en ligne qui promettait la richesse. La start-up qui n'avait besoin que d'une injection supplémentaire de la pension de grand-mère. C'est beaucoup d'argent, ma chérie. Tu l'as? Pas une question. Une affirmation. Comme si mon compte en banque était un bien commun, comme si les euros que j'avais économisés centime par centime appartenaient à quiconque le demandait gentiment. Il faut que j'y réfléchisse. C'est alors que son visage changea. Le masque tomba. La fille aimante qui m'avait installée dans son appartement après mon opération, qui avait soi-disant sacrifié son propre espace pour prendre soin de moi, disparut. Il ne restait plus que quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Quelqu'un de froid. Quelqu'un capable de tout. Tu y penses? Sa voix s'éleva. Après tout ce que j'ai fait pour toi? Après avoir sacrifié ma vie pour prendre soin de toi? La manipulation était si aisée, si maîtrisée. Je me demandais combien de fois elle avait utilisé ces mots précis, ce ton précis. Combien d'autres conversations avais-je oubliées, écartées, expliquées? Tu vis chez moi, continua-t-elle. Tu manges ma nourriture. Je gère tes finances parce que tu n'en peux plus. Je fais tout pour toi, et tu ne peux pas faire cette seule chose pour moi? Mon cœur battait la chamade. La pièce me parut soudain plus petite, les murs se pressant. Ce n'était pas comme ça que les familles se parlaient. Ce n'était pas comme ça que les filles demandaient de l'aide. Si tu ne peux pas aider ta propre famille, dit-elle en attrapant la cafetière, tu devrais peut-être trouver un autre endroit où vivre. J'ouvris la bouche pour répondre, pour expliquer, pour essayer une fois de plus de lui faire comprendre. C'est alors qu'elle jeta le café. Le liquide était brûlant. Pas brûlant, mais assez pour faire mal, assez pour choquer, assez pour anéantir toute prétention qu'il s'agissait encore d'une question d'argent. La tasse en céramique suivit, se brisant contre le mur derrière moi, des morceaux s'éparpillant sur le linoléum comme des promesses non tenues. Lucas ne leva même pas les yeux de son téléphone. J'étais assise là, le café dégoulinant sur ma poitrine, tachant la chemise de nuit que j'avais achetée pour ma convalescence. C'est la petite fleur qui m'avait apporté féminité et espoir pendant ces longues semaines de convalescence. Maintenant, elle était fichue. Tout était fichu. Céleste ne s'excusa pas. Ne se précipita pas pour aider à nettoyer le désordre. Elle resta plantée là, essoufflée, les mains tremblantes de ce que je pris pour de la colère, mais que je réalisais maintenant,
C'était peut-être de la peur. La peur que son monde soigneusement construit ne s'écroule. Passe-moi la carte de crédit, maman. Où fais tes valises? Le silence qui suivit fut le son le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. Je suis allé dans ma chambre, la petite chambre d'amis qui était devenue mon univers depuis l'opération, et j'ai commencé à faire mes valises. Non pas que j'abandonne. Non pas que j'étais vaincu. Mais parce que soudain, tout était clair. La valise était la même que celle que j'avais utilisée pour ma lune de miel à Nice 60 ans plus tôt. Une toile bleue avec des coins en cuir, maintenant usée par le temps et les voyages. Jean-Paul l'avait portée dans l'escalier de notre premier appartement, riant du fait que j'avais fait mes valises pour un mois alors que nous ne restions que 3 jours. On ne sait jamais de quoi on peut avoir besoin, lui avais-je dit. Maintenant, je savais exactement ce dont j'avais besoin, ma dignité, mes papiers et une porte de sortie. En pliant mes vêtements, la mémoire musculaire a pris le dessus. La façon méticuleuse que j'avais apprise à faire mes valises pendant les années de vache maigre, en faisant en sorte que chaque centimètre compte. Rouler les chemises de nuit au lieu de les plier. Glisser les bas dans les coins des chaussures. L'efficacité née de la nécessité, du débrouillardise, du sens pratique à la française qui m'avait permis de traverser des décennies de petits appartements et de budgets plus modestes. Mais à chaque objet que je rangeais dans la valise, des souvenirs surgissaient spontanément. La robe bleue que j'avais portée pour la communion de Lucas. La fierté de Céleste ce jour-là, la façon dont elle m'avait embrassé sur la joue et murmuré « Merci d'avoir rendu cela possible, maman ». Elle avait eu besoin d'argent pour la fête, pour le photographe, pour le gâteau. Je l'avais donné avec joie, pensant investir dans le bonheur familial. Maintenant, je me demandais si c'était le début. La première fois qu'elle avait appris que mon amour se mesurait en euros. Le pull que Jean-Paul m'avait offert pour Noël, 3 ans avant sa mort. De la douce laine grise d'une boutique des Champs-Élysées, plus chère que tout ce que j'aurais pu m'offrir. Tu mérites de belles choses, avait-il dit. J'avais protesté contre la dépense, mais il avait insisté. Promets-moi que tu te souviendras toujours que tu mérites de belles choses. J'avais oublié cette promesse. Quelque part en chemin, j'avais cessé de croire que je méritais de belles choses. J'avais commencé à croire que je devais être reconnaissante pour chaque miette d'affection qu'on me jetait. Les albums photos ont ensuite été rangés. Des photos de Céleste enfant, tout sourire et couette. Sa première communion, son mariage avec Philippe, le divorce qu'il avait laissé amer et en quête de coupable. Des photos de Lucas bébé, les joues potelées et innocentes, avant que le monde ne lui apprenne que les grands-mères étaient des distributeurs automatiques de billets sur pattes. En faisant mes bagages, je les entendais dans la cuisine. La voix de Céleste, aiguë et agitée, parlant un français rapide, ponctuait des grognements occasionnels de Lucas. Ils se disputaient à propos de quelque chose, mais je ne comprenais pas leurs mots. Je ne voulais pas. Puis j'ai entendu Céleste au téléphone. Sa voix avait pris ce ton doux et manipulateur que je l'avais entendu utiliser avec les propriétaires, les employeurs, les ex-maris. La voix de quelqu'un qui avait appris qu'un bon mélange de charme et de désespoir pouvait ouvrir les portefeuilles et attendrir les cœurs. Elle est impossible, disait-elle. Après tout ce que j'ai sacrifié. Oui, je sais qu'elle est vieille, mais elle n'est pas sénile. Elle est juste égoïste. Égoïste. Le mot me frappa comme une nouvelle tasse de café jetée. Assise au bord du lit, entourée des détritus de ma vie, j'essayais de me souvenir de la dernière fois que j'avais fait quelque chose d'égoïste. La dernière fois que j'avais refusé une demande d'argent, d'aide, de sacrifice de mes propres besoins pour les désirs d'autrui. Je ne m'en souvenais plus. Les derniers objets à rentrer dans la valise étaient mes papiers. Relevé bancaire, documents d'assurance, l'acte de propriété de la petite maison en Normandie que Jean-Paul et moi avions acheté pour notre retraite de rêve. La maison où j'avais prévu de passer mes vieux jours, à jardiner et à regarder le changement des saisons. La maison que Céleste m'avait convaincu de mettre à son nom, pour les impôts, après la mort de Jean-Paul. C'est toujours ta maison, maman, m'avait-elle assuré. Ça simplifie les choses quand, tu sais. Quand le moment viendra. J'avais été trop accablée de chagrin pour discuter, trop confiante pour remettre en question. Maintenant, les papiers en main, je réalisais que j'avais cédé plus que des biens. J'avais cédé mon avenir, ma sécurité, mon droit de faire mes propres choix. La fermeture éclair de la valise résista un instant, surchargée de souvenirs et d'erreurs de toute une vie. Lorsqu'elle se referma enfin, le bruit fut définitif. Définitive. Le bruit d'une porte se fermant sur une vie et s'ouvrant sur une autre. Je m'assis sur le lit, entièrement habillé maintenant, mon manteau replié sur mon bras. La pièce autour de moi paraissait déjà étrange, comme si je n'y avais jamais vécu. Comme si les mois de convalescence, de gratitude, de lente renonciation à mon indépendance avaient été l'histoire de quelqu'un d'autre. Dehors, Paris vibrait de son énergie matinale habituelle.
Les gens se précipitaient au travail, les enfants allaient à l'école à pied, l'agitation ordinaire d'une ville qui ne dort jamais tout à fait et ne se réveille jamais tout à fait. La vie continue comme si rien n'avait changé, comme si le monde d'une vieille femme n'avait pas explosé à cause des tâches de café et des promesses non tenues. J'ai pris mon téléphone, le même que Céleste surveillait, prétendant avoir besoin d'y accéder pour m'aider avec mes rendez-vous et mes urgences. Le même téléphone dont elle payait les factures, dont elle gérait les contacts, dont la confidentialité était devenue aussi illusoire que mon indépendance. Il y avait un numéro que j'avais mémorisé, mais que je n'avais jamais appelé depuis ce téléphone. Une amie dont la loyauté n'avait pas été achetée avec des euros ni manipulée par la culpabilité. Marie-Claire Dupont. Avocate à la retraite, vieille amie, et la seule personne dans ma vie qui ne m'avait jamais rien demandé d'autre que le plaisir de ma compagnie. La voix de Marie-Claire était exactement comme dans mes souvenirs, claire, assurée, avec l'autorité de quelqu'un qui avait passé 40 ans à plaider devant les tribunaux français. Nous nous étions rencontrés dans un groupe de soutien aux veuves 5 ans plus tôt, et nous étions liés par notre passion commune pour les romans policiers et notre mépris mutuel pour ceux qui nous parlaient comme si nous étions des enfants, simplement parce que nous avions atteint un âge où la société nous jugeait remplaçables. Marguerite? Quelle belle surprise! Comment vas-tu, ma chère? Comment allais-je? Assise dans l'appartement de ma fille, tachée de café et le cœur brisé, sur le point de passer le coup de fil le plus difficile de ma vie. Comment résumer cela poliment? J'ai besoin d'aide, Marie-Claire. Une aide juridique. Son ton changea immédiatement. Professionnel. Que s'est-il passé? Je lui racontai tout. Le café, l'ultimatum, l'érosion progressive de mon autonomie que j'avais prise pour de l'aide. Les comptes en banque que je ne contrôlais plus, la maison qui ne m'appartenait plus, la vie à laquelle j'avais renoncé au nom de l'harmonie familiale. Marie-Claire écoutait sans m'interrompre, comme le font les avocats lorsqu'ils construisent un dossier. De temps en temps, elle émettait un petit son, pas vraiment de surprise, pas vraiment de désapprobation, mais quelque chose qui suggérait qu'elle avait déjà entendu cette histoire sous différentes formes. « Où es-tu maintenant » demanda-t-elle lorsque j'eus terminé. « Toujours dans l'appartement. Prête à partir, mais je n'ai nulle part où aller. »« Tu as un endroit où aller. Tu viens chez moi le temps qu'on règle ça. Mais d'abord, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Peux-tu accéder à tes informations bancaires ?» J'ai ri, mais sans humour. Céleste gère tout ça. Elle dit que c'est trop compliqué pour moi. Je vois. Tu te souviens de quelle banque? Le Crédit Lyonnais. La même agence où Jean-Paul et moi avons ouvert notre compte il y a 40 ans. Bien. As-tu des papiers d'identité sur toi? J'en avais. Ma carte d'identité, ma carte d'assurance maladie, les documents essentiels qui prouvaient mon existence dans l'univers bureaucratique français. Céleste avait essayé de s'en occuper aussi, mais quelque chose en moi avait résisté. Un instinct de conservation primitif m'avait poussé à les garder près de moi. Parfait. Je vais passer quelques coups de fil. Peux-tu attendre 1 heure avant de partir? Je ne sais pas si je peux. C'est tendu ici. Alors, va au café du coin. Commande quelque chose, installe-toi confortablement et attends mon appel. 1 heure, Marguerite. Tu peux faire ça? Pourrais-je faire ça? Pourrais-je sortir de l'appartement de ma fille, m'asseoir dans un lieu public et attendre que ma vie se réorganise autour de moi? Il y a un mois, la réponse aurait été non. J'avais trop pris l'habitude de demander la permission, de consulter Céleste avant de prendre la moindre décision. Mais quelque chose avait changé quand ce café m'avait frappé à la poitrine. Quelque chose s'était brisé, pas seulement la tasse, mais le sentiment d'impuissance que j'avais laissé s'abattre sur moi comme de la poussière. Oui, ai-je dit. Je peux faire ça. Le café de la paix était assis au coin de la rue comme un vieil ami attendant une conversation. Le même auvent rouge, les mêmes tables exiguës, la même odeur de cigarettes et d'expresso qui m'accueillait chaque matin lorsque je vivais dans mon propre appartement, dans ma propre vie, avant l'opération qui m'avait rendu suffisamment vulnérable pour avoir besoin d'être sauvé. J'ai commandé un café au lait et un croissant dont je ne voulais pas, m'installant à une table près de la fenêtre d'où je pouvais regarder la rue et faire semblant d'être une Parisienne comme les autres savourant son café du matin. Pas une réfugiée de sa propre famille. Pas une victime de sa confiance mal placée. La première gorgée de café avait un goût de liberté. Depuis combien de temps ne m'étais-je pas assise seule dans un café? Depuis que j'avais pris une décision même aussi simple que de choisir où m'asseoir, sans consulter les préférences, la convenance ou l'approbation de Céleste. Des mois, certainement. Peut-être plus longtemps. Tu ne peux plus sortir quand tu veux, maman, avait-elle dit après que j'eus évoqué mon envie d'aller au marché des enfants rouges. Et si tu tombes? Et si tu te perds? Je ne peux pas m'inquiéter de te voir errer dans Paris comme si tu étais encore jeune. J'avais accepté cette logique. J'avais été reconnaissante de son inquiétude.
Je m'étais autorisé à croire que l'amour ressemblait à une limitation, que l'attention signifiait renoncer à ses choix. Maintenant, en regardant les gens se précipiter devant la fenêtre du café, des étudiants avec des sacs à dos, des mères avec des poussettes, des hommes d'affaires vérifiant leur téléphone, je me suis rendu compte à quel point j'avais été efficacement isolé. Pas seulement des lieux, mais des possibilités. De la simple dignité d'évoluer dans le monde en tant qu'adulte autonome. Mon téléphone vibra. Marie-Claire. J'ai parlé à Michel du Crédit Lyonnais, dit-elle sans préambule. Il se souvient de vous et de Jean-Paul. Il a accepté de nous rencontrer cet après-midi pour examiner vos comptes. Peut-il le faire? Sans la permission de Céleste? Ma chère, c'est votre argent. Vos comptes peuvent avoir d'autres utilisateurs autorisés, mais à moins d'avoir été déclarés incapables, ce qui n'est pas le cas, vous conservez tous les droits sur vos finances. Le soulagement était si intense que j'en avais le vertige. Des droits. J'en avais encore. Il y a plus, continua Marie-Claire. J'ai fait quelques recherches préliminaires sur votre situation patrimoniale. Le transfert de votre maison, vous souvenez-vous avoir signé plusieurs documents? Je fermai les yeux, essayant de me remémorer cette terrible semaine qui avait suivi les funérailles de Jean-Paul. Le défilé de fonctionnaires, d'avocats et de bureaucrates s'était présenté avec des papiers à signer, des décisions urgentes, des complications nécessitant une attention immédiate. J'ai signé tellement de choses. Céleste a dit que tout était normal, que je devais gérer la succession de Jean-Paul correctement. Elle a amené son propre avocat. Son avocat. Pas le tien. Le sous-entendu flottait entre nous comme de la fumée. J'étais tellement submergée par le chagrin, tellement reconnaissante que quelqu'un soit disposé à gérer les détails, que je ne m'étais jamais demandé à qui revenait la question. On peut arranger ça? On peut essayer. Mais d'abord, il faut comprendre exactement ce que vous avez signé et quand. Apportez tout ce que vous avez à la réunion de cet après-midi. Relevé bancaire, documents de propriété, tout ce qui porte votre signature. Je n'ai pas la plupart de ces documents. Céleste les garde tous. Elle dit que c'est plus sûr comme ça. Ensuite, on fera des copies. Michel peut consulter votre historique bancaire. Les documents de propriété sont publics. On reconstruira votre situation financière de A à Z s'il le faut. La détermination dans sa voix était contagieuse. Pour la première fois depuis l'incident du café, j'ai ressenti autre chose que du désespoir. Pas vraiment de l'espoir, mais son précurseur, la possibilité. Marie-Claire? Ça arrive souvent? Café Céleste? Un silence. Puis, doucement, plus souvent qu'on ne le pense. L'exploitation financière des personnes âgées est souvent le fait des membres de la famille. Ceux qui ont le plus d'accès, le plus de confiance et le plus de connaissances sur vos vulnérabilités. Exploitation financière des personnes âgées. Le terme clinique pour ce que j'appelais amour, sacrifice, obligation familiale. Ces mots ont donné forme à quelque chose que j'avais ressenti sans pouvoir le nommer, la lente hémorragie de mon autonomie déguisée en attention. Suis-je stupide de ne pas l'avoir vu plus tôt? Tu n'es pas stupide, Marguerite. Tu es humaine. Nous voulons croire que les gens que nous aimons ont notre intérêt à cœur. Ce réflexe faire confiance, espérer, accorder le bénéfice du doute n'est pas une faiblesse. C'est ce qui fait de nous des personnes bien. Le fait que d'autres exploitent cette décence ne dit rien de toi et tous deux. J'ai terminé mon café et en ai commandé un autre. Dehors, Paris poursuivait son éternel ballet de beauté et de chaos, d'art et de commerce, de tradition et de changement. La ville qui m'avait façonné, qui m'avait abrité, qui avait été témoin de chaque moment important de ma vie. La ville où j'avais élevé des enfants et enterré un mari, où j'avais travaillé, m'inquiété et espéré des lendemains meilleurs. Je n'étais pas prête à y renoncer. Je n'étais prête à renoncer à rien d'autre. La réunion au Crédit Lyonnais ressemblait à une fouille archéologique des ruines de ma vie financière. Michel, toujours le même homme courtois qui nous avait aidés, Jean-Paul et moi, à obtenir notre premier prêt immobilier des décennies plus tôt, étalait des papiers sur son bureau avec la précision minutieuse de quelqu'un qui nous annonce gentiment une mauvaise nouvelle. Le schéma a commencé il y a environ 18 mois, expliqua-t-il en parcourant du doigt les écritures sur mes relevés bancaires. De petits retraits au début. 50 € par-ci, 100 par-là. Des sommes qui ne déclencheraient pas d'alerte automatique. Je me penchai en avant, ajustant mes lunettes de lecture pour étudier les chiffres. Chaque retrait représentait quelque chose que je ne me souvenais pas avoir autorisé, quelque chose qui s'était produit alors que je faisais confiance à Céleste pour gérer les aspects complexes de mes finances. Et ces sommes plus importantes? Demanda Marie-Claire en désignant une série de virements qui me nouaient l'estomac. Ils ont commencé après l'opération de Madame Rousseau. Des virements sur un compte au nom de Céleste Dubois. Les papiers d'autorisation portent la signature de Madame Rousseau. Ma signature. Sur des papiers que je ne me souvenais pas avoir signés. Pendant les semaines où j'avais été dépendant des analgésiques, où mon jugement avait été obscurci par la convalescence, la gratitude et le soulagement de laisser quelqu'un d'autre prendre les décisions. Combien au total?
demandai-je, même si je redoutais la réponse. Michel consulta son ordinateur, les doigts claquant sur le clavier. Environ 37 000 € sur les 18 derniers mois. 37 000 €. Mes versements de retraite, mon petit héritage de l'assurance de Jean-Paul, les modestes économies que nous avions accumulées au fil de décennies de vie prudente. Disparus. Transférés sur le compte de ma fille par tranches censées paraître légitimes, autorisés par des signatures que j'avais apposées en faisant confiance à la personne qui tenait la plume. Il y a plus, dit Michel doucement. L'hypothèque sur votre propriété en Normandie a été refinancée 2 fois. La valeur nette a été extraite grâce à des prêts sur la valeur du bien. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Je me doutais pourtant que je le savais déjà. Votre maison, qui était auparavant en pleine propriété, est maintenant endettée d'environ 80 000 €. Les fonds de ces refinancements ont été versés sur le même compte que les autres transferts. La pièce pencha légèrement. Pas seulement mes économies, mais la maison où Jean-Paul et moi rêvions de vieillir. La maison où j'avais prévu de planter des rosiers, de lire des livres et d'admirer les couchers de soleil. La maison qui était censée être ma sécurité, mon héritage, la preuve que toute une vie de travail et d'amour avait abouti à quelque chose de tangible. Est-ce que tout cela peut être inversé? Marie-Claire demanda. Cela dépend des circonstances dans lesquelles les autorisations ont été obtenues. S'il existe des preuves de contrainte, d'incapacité ou de fraude, il pourrait y avoir des recours légaux. Mais cela nécessiterait une procédure formelle. Procédure formelle. Tribunaux, avocats, témoignages familiaux. Le genre d'exhibition publique de souffrance privée que les familles françaises évitaient à tout prix. Le genre de scandale qui rendrait impossible tous les dîners du dimanche, toutes les fêtes de Noël, toutes les réunions de famille pendant des générations. En quoi consisteraient ces procédures? Demandai-je. Michel et Marie-Claire échangèrent un regard. C'était le moment où des concepts juridiques abstraits prenaient des conséquences personnelles. Enquête des autorités de lutte contre la criminalité financière, expliqua Marie-Claire. Expertise comptable judiciaire. Entretien avec les membres de la famille. Possible poursuite pénale si la fraude est établie. Des poursuites pénales. Contre ma fille. Contre l'enfant que j'avais porté pendant 9 mois, soigné malgré les fièvres, appris à faire du vélo, à lire et à croire en elle. L'enfant dont j'avais vérifié les devoirs, dont j'avais séché les larmes, dont j'avais soutenu les rêves même lorsqu'ils semblaient impossibles. Comment en étions-nous arrivés là? Quand l'amour était-il devenu transaction, la confiance exploitation, la famille criminalité financière? J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je. Bien sûr, répondit Michel. Mais Madame Rousseau, il y a autre chose que vous devez savoir. Hier, il y a eu une tentative d'accès à votre compte. La demande a été refusée à cause de l'enquête que j'ai ouverte ce matin, mais... Quel genre de tentative? Une demande de retrait de 5 000 €. Soumise par Céleste Dubois avec son accès autorisé. 5 000 €. La somme exacte qu'elle avait exigée pour le matériel de jeu de Lucas. La somme qui avait déclenché le jet de café, l'ultimatum, la destruction de toute prétention qu'il s'agissait d'autre chose que d'argent. Elle avait supposé que je céderais. Que je donnerais ma carte de crédit plutôt que de me retrouver à la rue. Que mon amour pour elle et Lucas prendrait le pas sur mon instinct de survie. Elle avait eu tort. Je veux que cet accès soit révoqué, dis-je. Immédiatement. Êtes-vous certain? Une fois les utilisateurs autorisés supprimés, ils ne pourront plus accéder au compte, quelles que soient les circonstances. J'en suis certain. Les doigts de Michel parcoururent son clavier. Terminé. Souhaitez-vous ajouter quelqu'un comme utilisateur autorisé? En cas d'urgence. Je regardai Marie-Claire. Ça vous dirait? Jean serait honoré. Et voilà, j'ai fait le premier pas vers ma vie. Un petit pas, un geste bureaucratique, mais qui me semblait énorme. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un aurait accès à mon argent et ne voulait rien de moi, si ce n'est le privilège de l'aider. Alors que nous rassemblions les papiers et nous préparions à partir, Michel me tendit un épais dossier rempli de relevés bancaires et de relevés de transactions. Ce sont des copies de tout, dit-il. Conservez-les précieusement. Si vous décidez d'engager des poursuites judiciaires, ces documents seront essentiels. Des preuves. Des preuves de ce qui m'avait été fait, consignées dans le langage neutre des débits et des crédits, des virements et des autorisations. Ma vie se réduisait à des chiffres, mais des chiffres qui racontaient une histoire de trahison aussi clairement que n'importe quel témoignage. En sortant de la banque, un dossier serré contre ma poitrine, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. La confusion impuissante du matin s'était cristallisée en quelque chose de plus dur, de plus pur, la colère. Non pas la rage sauvage et destructrice qui avait poussé Céleste à jeter du café.
mais la colère froide et déterminée de quelqu'un qui avait été sous-estimé. Quelqu'un qui avait été rejeté comme trop vieux, trop confiant, trop reconnaissant pour riposter. Ils allaient bientôt apprendre le contraire. L'appartement de Marie-Claire dans le 7e arrondissement donnait l'impression d'entrer dans un univers parallèle où les vieilles femmes étaient libres de prendre leurs propres décisions. Des livres occupaient tous les murs, des textes juridiques mêlés à des romans policiers et des recueils de poésie. Des fleurs fraîches trônaient sur la table à manger non pas parce qu'il y avait de la visite, mais parce que Marie-Claire aimait les fleurs. La simple affirmation de ses préférences personnelles semblait révolutionnaire. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux » dit-elle en me montrant la chambre d'amis. « Mais je suppose que tu ne voudras pas rester longtemps. Tu n'es pas du genre à fuir les problèmes indéfiniment. » Elle avait raison. La pièce était charmante. Des murs bleu clair, une fenêtre donnant sur un jardin intérieur, une sensation de paix que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Mais ce n'était pas la mienne. J'étais infiniment reconnaissante pour ce refuge, mais je savais qu'il était temporaire. Ce dont j'avais besoin, ce n'était pas d'un abri contre mes problèmes, mais de la force de les affronter. Ce soir-là, nous étions assises dans sa cuisine, buvant du thé et étalant mes documents bancaires sur la table comme des preuves dans un roman policier. Marie-Claire avait sorti un bloc-notes et prenait des notes de son écriture d'avocate précise. « Le schéma est clair », dit-elle en tapotant son stylo sur le papier. Ce n'était pas opportuniste. C'était systématique. Prévu. Votre fille transfère vos biens depuis plus d'1 an, probablement depuis que vous avez évoqué pour la première fois le besoin d'aide pour gérer vos finances après le décès de Jean-Paul. Je lui ai tellement facilité la tâche, dis-je, les yeux fixés sur ma propre naïveté. Je lui ai pratiquement donné les clés de ma vie. Vous étiez en deuil. Vous veniez de subir une opération chirurgicale majeure. Vous aviez confiance en votre fille. Rien de tout cela ne vous rend coupable de ses choix. Mais cela ressemblait à de la culpabilité. Cela ressemblait à de la stupidité, de la crédulité, le genre de bêtise de vieux qui fait secouer la tête aux jeunes et murmurer des choses comme les maisons de retraite et le déclin cognitif. Que feriez-vous ? Demandai-je. Si c'était votre fille ? Marie-Claire posa sa tasse de thé et me regarda droit dans les yeux. J'engagerais des poursuites. Pleinement et sans pitié. L'exploitation financière des personnes âgées est un crime, Marguerite. Ce n'est pas un conflit familial ni un malentendu. C'est du vol, de la fraude et de l'exploitation de la vulnérabilité. Le fait que l'agresseur soit de votre famille ne rend pas le crime moins criminel. Mais c'est ma fille. Ma fille unique. Oui. Et elle a utilisé cette relation pour vous exploiter. Elle a instrumentalisé votre amour pour elle et votre confiance dans les liens familiaux. Cela aggrave son acte, et non l'inverse. J'aurais voulu argumenter, trouver des excuses, trouver un moyen d'expliquer les actes de Céleste par le désespoir ou un malentendu plutôt que par une exploitation calculée. Mais les chiffres ne mentaient pas. Le caractère systématique des virements, le timing qui coïncidait avec mes périodes de plus grande vulnérabilité, les montants soigneusement calculés pour échapper à la détection, rien de tout cela ne suggérait une impulsion ou un désespoir. « Il y a autre chose » dit doucement Marie-Claire. « J'ai passé quelques appels aujourd'hui. Céleste a déjà fait ça. » Mon sang se glaça. Que voulez-vous dire ? Après son divorce avec Philippe, elle a emménagé temporairement chez sa mère. Elle l'a aidé à gérer ses finances pendant que la vieille dame se remettait d'un AVC. 6 mois plus tard, ses économies avaient disparu. La famille de Philippe pense que Céleste était responsable, mais ils n'ont jamais porté plainte. Ils voulaient juste qu'elle sorte de leur vie. Le schéma. Ce n'était pas du désespoir ni un échec moral ponctuel. C'était ce que Céleste faisait. C'est ainsi qu'elle a survécu, qu'elle a subvenu à ses besoins et à ceux de Lucas. En trouvant des femmes âgées vulnérables et en vidant systématiquement leurs ressources. Combien d'autres ? Ai-je murmuré. Je ne sais pas. Mais je vais me renseigner. Cette nuit-là, allongée dans le lit d'appoint de Marie-Claire, j'ai fixé le plafond et essayé de réconcilier la fille que j'avais aimée avec la femme qui me volait. L'enfant qui s'était glissé dans mon lit pendant les orages avec l'adulte qui voyait ma peur et ma vulnérabilité comme des opportunités de profit. Quand avait-elle changé ? Ou avait-elle toujours été cette personne, et j'avais simplement refusé de le voir ? J'ai pensé à Lucas, doux et prétentieux, profondément convaincu que sa grand-mère existait pour financer ses rêves de célébrité en ligne. Était-il au courant de ce que faisait sa mère ? Avait-il contribué à tout planifier, ou n'était-il qu'une autre victime des manipulations de Céleste ? Quoi qu'il en soit, il était là quand elle avait jeté le café. Il avait vu sa grand-mère humiliée et blessée, et il n'avait pas dit un mot. Il n'avait pas bougé de son téléphone, n'avait pas manifesté la moindre inquiétude ou surprise. C'est peut-être à ce moment-là que mon cœur s'est brisé. Pas quand Céleste a jeté le café, mais quand Lucas n'a pas réagi.
Quand j'ai réalisé que j'étais devenu invisible à ses yeux, rien de plus qu'un obstacle gênant entre lui et son équipement de jeu. 2 générations de ma famille m'avaient considéré comme une simple source de financement. Cette pensée aurait dû être dévastatrice. Au lieu de cela, elle était étrangement libératrice. Si je n'étais rien pour eux que de l'argent, alors je ne leur devais que de l'honnêteté. Le lendemain matin, l'inspecteur détective Laurent Moreau se présente à la porte de Marie-Claire. Grand, cheveux argentés, avec cette courtoisie grave qui laissait penser qu'il avait déjà annoncé de mauvaises nouvelles à de nombreuses familles. Il s'installa dans le salon de Marie-Claire avec une mallette remplie de formulaires et un carnet déjà rempli d'informations préliminaires. Nous prenons la maltraitance financière des personnes âgées très au sérieux, expliqua-t-il. C'est l'un des crimes qui connaît la plus forte croissance en France, et les agresseurs familiaux sont souvent les plus dommageables, car ils ont un accès illimité et une connaissance intime des vulnérabilités de leurs victimes. Il étala des photos sur la table basse de Marie-Claire. Relevés bancaires, documents de propriété, signatures falsifiées. Ma vie réduite à des preuves. D'après l'enquête préliminaire, nous avons suffisamment d'éléments pour engager des poursuites. La documentation est abondante et les faits suggèrent fortement une fraude systématique plutôt que des incidents isolés. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Demandai-je. Cela signifie que votre fille sera arrêtée et inculpée de multiples chefs d'accusation de fraude financière, de faux et de maltraitance des personnes âgées. Si elle est reconnue coupable, elle risque une lourde peine de prison et devra verser une restitution intégrale. Une peine de prison. Ma fille en prison à cause de mes choix. Parce que je refusais d'être reconnaissante de ma propre exploitation. L'enquête durera plusieurs mois, poursuivit l'inspecteur Moreau. Nous devrons retracer chaque transaction, vérifier chaque signature, interroger des témoins. Elle sera approfondie, mais aussi intrusive. Vos relations familiales seront examinées, vos décisions financières remises en question, votre compétence évaluée. Ma compétence. La procédure habituelle dans les affaires de maltraitance des personnes âgées. La défense arguera probablement que vous étiez dans l'erreur, que vous avez autorisé les transactions de votre plein gré, qu'il s'agit d'un conflit familial plutôt que d'une activité criminelle. Nous devons établir que vous étiez mentalement capable de comprendre ce qui vous arrivait. L'ironie était parfaite. Pour prouver que j'avais été escroquée, je devais prouver que j'étais compétente. Pour faire valoir mes droits, je devais défendre ma capacité à les exercer. Saura-t-elle que c'est moi qui ai signalé cela ? L'expression de l'inspecteur Moreau s'adoucit légèrement. Elle le saura. La plainte émane de vous, et vous serez probablement cité comme témoin. Je ne vous mentirai pas, Madame Rousseau. Ce sera difficile. Les affaires familiales le sont toujours. Après son départ, Marie-Claire et moi sommes restés assis en silence un long moment. La lumière de l'après-midi filtrait à travers ses fenêtres, projetant des ombres qui se déplaçaient comme des pensées sur les surfaces de la pièce. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, a-t-elle finalement dit. On pourrait plutôt engager des poursuites civiles. Essayez de récupérer l'argent sans poursuite pénale. Quelles sont les chances de récupérer quoi que ce soit au civil ? Franchement, faibles. Si Céleste a dépensé l'argent, ce qui est probablement le cas, il n'y a peut-être plus rien à récupérer. Des poursuites pénales ont plus de chances d'aboutir à des ordonnances de restitution, même si elles prennent des années à être exécutées. J'ai pensé à Lucas, toujours doux et plein de prétentions, toujours convaincu que le monde lui devait des opportunités qu'il n'avait pas méritées. Que lui arriverait-il si sa mère allait en prison ? Qui le soutiendrait, le guiderait, l'empêcherait de suivre le même chemin d'exploitation et de prétention. Mais j'ai ensuite pensé à d'autres personnes âgées vulnérables, à d'autres grands-mères qui pourraient faire confiance trop facilement et aimer trop profondément. Si Céleste avait déjà fait ça, elle recommencerait. La prochaine victime n'aurait peut-être pas de Marie-Claire vers qui se tourner, ni le courage ni les ressources pour riposter. Je veux porter plainte, ai-je dit. Marie-Claire a hoché la tête. Je pense que c'est le bon choix. Mais ce ne sera pas facile. Rien de valable ne l'est jamais. J'aurais dû m'attendre à ce que Céleste me trouve. L'adresse de Marie-Claire n'était pas un secret, et le désespoir rend les gens débrouillards. Lorsque la sonnette a retenti 3 jours plus tard, suivie de coups de plus en plus frénétiques, nous avons tous les deux su qui c'était. Tu n'es pas obligé de la voir, a dit Marie-Claire. Mais moi, si. Certaines conversations ne peuvent être évitées à jamais, et je préférais avoir celle-ci à ma façon, dans un endroit où je me sentais en sécurité et forte. Céleste avait une mine épouvantable. Cheveux sales, vêtements froissés, le genre d'épuisement frénétique qui résulte des nuits blanches et d'une panique grandissante. Elle bouscula Marie-Claire lorsque la porte s'ouvrit, le regard hagard et désespéré. « Maman, Dieu merci. J'ai cherché partout. Tu dois rentrer. »
La police est venue à l'appartement. Ils disent des choses horribles sur moi, sur nous. Ils ont des papiers, des mandats. Ils ont gelé mon compte bancaire. Elle s'arrêta en me voyant assise calmement dans le fauteuil de Marie-Claire, tout habillée, visiblement pas en détresse ni confuse, ni dans aucun des états auxquels elle aurait pu s'attendre. « Tu les as appelés » dit-elle, cette prise de conscience la frappant comme un coup de poing. « Tu as même appelé la police pour ta propre fille. »« J'ai signalé une fraude financière » dis-je d'un ton neutre. La police a déterminé qu'il y avait suffisamment de preuves pour ouvrir une enquête. « Fraude financière ? Maman, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Pour t'aider. Pour te protéger des erreurs. Des erreurs comme refuser 5 000 € à Lucas pour du matériel de jeu. » Elle tressaillit. « Ce n'est pas, tu ne comprends pas. Je me suis occupée de toi. J'ai sacrifié ma vie pour toi. Et c'est comme ça que tu me remercies ?» La manipulation était si automatique, si fluide, que je comprenais comment j'y étais déjà tombé. Le basculement immédiat vers la victimisation, le renversement de responsabilité, l'idée que ma souffrance était en quelque sorte un cadeau dont je devrais être reconnaissante. « Tu m'as jeté du café à la figure » dis-je doucement. « Dans ma propre cuisine. Parce que je refusais de te donner ma carte de crédit. J'étais bouleversée. Je suis sous pression, à essayer de prendre soin de tout le monde. Tu ne comprends pas ce que c'est. Tu as raison. Je ne comprends pas ce que c'est que de voler sa propre mère. » Le mot flottait entre nous comme une lame. Voler. Pas emprunter, pas gérer, pas aider. Voler. Je n'ai jamais rien volé. Cet argent était destiné aux dépenses du ménage, à tes soins. Chaque euro a servi à te soutenir. Montre-moi les reçus. Silence. Montre-moi les factures de courses, les factures d'électricité, les frais médicaux qui ont nécessité 37 000 € de mon argent. Son visage se décomposa. Non pas de remords, mais de la colère frustrée de quelqu'un dont les mensonges avaient été dévoilés. « Tu es cruelle, maman. Ce n'est pas toi. Quelqu'un t'a empoisonné l'esprit contre moi. » Elle regarda Marie-Claire avec une haine pure. « C'est toi qui as fait ça. Tu l'as monté contre sa propre famille. Une vieille femme, désorientée et vulnérable, et tu lui as rempli la tête de fantasmes paranoïaques. » Je suis assise là, dis-je, ma voix tranchant ces accusations. Ne parle pas de moi comme si je n'étais pas là. Ne parle pas de moi comme si j'étais incompétente. Et ne blâme pas les autres pour tes choix. Céleste se tourna vers moi. L'espace d'un instant, je vis quelque chose qui aurait pu être du désespoir sincère. « Maman, s'il te plaît. Il parle de porter plainte. Je pourrais aller en prison. Que arrivera-t-il à Lucas? Il a besoin de sa mère. Qu'est-ce que tu pensais qu'il m'arriverait? Quand tu m'aurais tout pris, quand il n'y aurait plus rien à voler. As-tu pensé à ce qui m'arriverait alors? J'aurais pris soin de toi. Toujours. Tu es ma mère. En me jetant du café à la figure? En menaçant de me mettre à la rue? C'est ça, ton idée de l'attention? » Elle pleurait maintenant, mais ses larmes semblaient performatives. Un autre outil de manipulation dans son arsenal, utilisé quand la colère et le blâme avaient échoué. « J'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais on peut arranger ça. On est une famille. Une famille pardonne. Une famille ne se vole pas. Je te rembourserai tout. Jusqu'au dernier euro. Juste, s'il te plaît. Laisse tomber les accusations. Rentre à la maison. On pourra régler ça ensemble. Avec quel argent? Tu as déjà tout dépensé. Je trouverai un travail. Je ferai des doubles journées. Je ferai tout ce qu'il faudra. » C'en était presque drôle. Céleste, qui n'avait pas eu d'emploi stable depuis des années, qui avait vécu des accords de divorce, de la générosité familiale et maintenant des abus financiers des personnes âgées, promettait de faire des doubles journées pour rembourser près de 40 000 €. Et Lucas? Va-t-il trouver un travail aussi? Va-t-il enfin contribuer au lieu de juste prendre? Ce n'est qu'un gamin. Il ne comprend pas. Il a 19 ans. Il a compris assez pour rester assis là pendant que tu jetais du café à sa grand-mère. Il a compris assez pour vouloir 5 000 € pour des jouets. La conversation tournait en rond, comme toujours avec les narcissiques. Chaque tentative de responsabilisation était détournée, chaque conséquence imputée à quelqu'un d'autre, chaque manipulation présentée comme de l'amour. « J'ai besoin que tu partes, » ai-je dit. « Maman, il faut que tu partes. Cette conversation est terminée. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas détruire ta propre famille pour de l'argent. » Je ne détruis rien. Je protège ce qui me reste de vie de quelqu'un qui ne me voit que comme une source de revenus. Elle se leva brusquement, renversant sa chaise. Le masque avait complètement disparu, révélant le calcul froid qui se cachait sous elle. « Tu le regretteras, dit-elle.
Quand tu seras seul dans une maison de retraite, sans personne pour se soucier de toi, tu te souviendras que tu avais une fille qui t'aimait, qui a tout sacrifié pour toi. Et tu as tout gâché parce que tu étais trop égoïste pour aider ta propre famille. Sors. Elle partit en claquant la porte si fort que les fenêtres s'ébranlèrent. Dans le silence qui suivit, je ressentis quelque chose d'inattendu, du soulagement. La conversation que je redoutais depuis des semaines était terminée. Le pire était dit, les derniers mots étaient tirés. Il n'y aurait plus de faux-semblants, plus d'espoir de compréhension ou de rédemption. La relation était terminée, mais la fin était nette. Marie-Claire s'assit en face de moi, l'air inquiet. « Ça va ? » ?»« Je crois. En fait, oui. Je vais mieux que bien. » Parce que c'était le cas. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je me sentais à nouveau moi-même. Ni une victime, ni un fardeau, ni une source de financement pour les rêves des autres. Juste moi-même. Une femme de 73 ans qui avait survécu à des décennies de vie, d'amour et de deuil, qui avait élevé des enfants, enterré un mari et construit une vie digne d'être protégée. « Et maintenant ?» demanda Marie-Claire. « On attend la fin de l'enquête. Et je trouverai un logement. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin. » Je sais. Et je t'en suis reconnaissante. Mais j'ai besoin de mon espace. De ma vie. J'ai vécu dans l'espace des autres, sous les règles des autres, pendant trop longtemps. Ce soir-là, j'ai appelé un agent immobilier pour parler de résidences pour personnes âgées. Pas des maisons de retraite médicalisées ni des résidences-services, mais des résidences conçues pour les personnes âgées autonomes qui souhaitaient l'autonomie avec la sécurité d'un accompagnement de proximité. Il était temps de cesser d'avoir peur pour ma propre vie. Les jardins de Versailles n'étaient pas ce à quoi je m'attendais en pensant à la résidence pour personnes âgées. La brochure avait l'air plutôt plaisante, mais la réalité était plus belle. Une petite communauté d'appartements autour d'un jardin central, peuplée de personnes qui avaient choisi de simplifier leur vie plutôt que de se l'avoir imposée. Mon appartement était petit, mais à moi. Une chambre, une kitchenette, un salon avec des fenêtres donnant sur le jardin. Meublé avec des meubles que j'avais choisis, décoré de photos qui me plaisaient, agencé selon mes préférences et celles de personnes d'autres. Pour la première fois depuis des années, je me réveillais le matin et prenais des décisions en fonction de mes envies plutôt que de ce qu'on attendait de moi. Café ou thé? Une promenade dans le jardin ou une lecture à la fenêtre? Rendre visite à mes voisins ou profiter de la solitude? Des choix modestes, mais qui me semblaient immenses. La communauté disposait d'une bibliothèque, d'une salle commune pour les activités sociales et d'un petit café où les résidents pouvaient se retrouver pour manger ou discuter. Je me suis retrouvé à graviter autour de la bibliothèque, à redécouvrir des livres que j'avais aimés et à en explorer de nouveaux. Mon esprit, libéré de l'angoisse constante des manipulations financières et des drames familiaux, a recommencé à s'épanouir. « Tu as l'air différente », m'a dit Marie-Claire lors d'une de ses visites. « Plus légère, en quelque sorte. » Elle avait raison. J'avais perdu du poids, non pas à cause du stress ou d'une mauvaise santé, mais en marchant davantage, en mangeant régulièrement, en dormant toute la nuit sans craindre que l'argent disparaisse de mes comptes. J'avais recommencé à porter des couleurs au lieu des vêtements ternes et désolés que j'avais choisis pendant mes mois de prétendue dépendance. Je me sens différente, ai-je admis. Je me sens à nouveau moi-même. L'enquête avançait lentement mais sûrement. L'inspecteur Moreau appelait chaque semaine pour donner des nouvelles. Nouvelles preuves découvertes, nouveaux témoins interrogés, l'affaire progressant vers des accusations formelles. Céleste avait engagé un avocat qui soutenait qu'il s'agissait d'un conflit familial et non d'une fraude. L'avocat était cher, ai-je appris, payé avec de l'argent qu'elle prétendait ne pas avoir. Où penses-tu qu'elle a trouvé l'argent pour les frais juridiques? Ai-je demandé à Marie-Claire. Soit elle l'a emprunté, soit elle cachait plus d'argent que ce que nous avions initialement découvert. L'idée qu'il puisse y avoir plus de vols, plus de comptes cachés, une exploitation plus systématique que ce que nous avions découvert aurait dû être dévastatrice. Au contraire, cela m'a semblé une validation. La preuve que ma décision de poursuivre n'était pas une réaction excessive à un moment de colère, mais une réponse nécessaire à un comportement criminel persistant. Lucas avait été interrogé par la police. Selon l'inspecteur Moreau, il avait prétendu ignorer les activités financières de sa mère, affirmant qu'il croyait que l'argent avait été donné librement plutôt que volé. Son histoire était commode, mais peu crédible, compte tenu de sa présence lors de l'incident du jet de café et de sa disparition immédiate dès le début de l'enquête. Sera-t-il inculpé lui aussi? Ai-je demandé. Probablement pas, à moins que nous puissions prouver une participation active plutôt qu'un simple bénéfice passif. Il est assez jeune pour prétendre avoir été manipulé par sa mère, et rien ne prouve qu'il ait été impliqué dans la fraude. Une partie de moi était soulagée.
Quoi que Lucas soit devenu, quel que soit le sentiment de droit et l'égoïsme qu'il avait appris, il restait mon petit-fils. Je ne voulais pas le voir en prison, mais je ne pouvais pas non plus prétendre que son comportement était acceptable. Les autres résidents des jardins étaient devenus une source de soutien inattendue. Sans entrer dans les détails, j'avais mentionné que je faisais face à des difficultés juridiques familiales. Les réponses avaient été immédiates et pertinentes. Mon fils a essayé la même chose, a raconté Madame Bertrand, une enseignante à la retraite qui habitait à 2 pas de chez moi. Il m'a convaincu de le mettre sur mon compte bancaire pour les urgences. Il s'est avéré que ces urgences étaient liées à ses dettes de jeu. Ma belle-fille m'a fait signer des papiers que je n'ai pas compris, a ajouté Monsieur Duval, veuve dont la femme était décédée l'année précédente. Elle m'a dit que c'était pour des raisons fiscales. Il s'est avéré qu'elle se transférait la propriété de ma maison. Les histoires étaient tristement similaires. Des enfants adultes qui considéraient leurs parents vieillissants comme des ressources financières à gérer plutôt que comme des personnes à respecter. Des petits-enfants qui avaient appris que les grands-parents existaient pour financer leurs rêves sans se poser de questions. Des familles qui avaient instrumentalisé l'amour et la culpabilité pour conserver l'accès à leur compte bancaire. Mais il y avait aussi d'autres histoires. Des enfants qui avaient sincèrement aidé leurs parents à gérer la complexité financière sans en abuser. Des familles qui avaient trouvé le moyen de concilier indépendance et soutien, autonomie et soins. Il était possible de vieillir dignement tout en acceptant une aide adaptée. Ce qui m'était arrivé n'était ni inévitable ni normal, malgré les tentatives de Céleste de le présenter comme tel. L'appel téléphonique est arrivé un mardi matin de mars, 6 mois après mon emménagement au jardin. La voix de l'inspecteur Moreau était professionnellement neutre, mais je percevais une certaine satisfaction. Le procureur a décidé de porter plainte, a-t-il déclaré. Plusieurs chefs d'accusation de fraude, de faux et d'abus financiers envers les aînés. Les preuves sont accablantes. Que va-t-il se passer maintenant? Céleste sera arrêtée et traduite en justice. Elle aura la possibilité de plaider coupable ou de contester les accusations. Compte tenu de la solidité des preuves, son avocat recommandera probablement une transaction pénale. Et une restitution? Le procureur demandera une restitution intégrale dans le cadre de toute transaction pénale ou condamnation. Le recouvrement de l'argent pourrait prendre du temps, mais le tribunal exigera un remboursement. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon petit salon et j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais. Pas vraiment de triomphe. Pas de justification. Quelque chose de plus calme et de plus complexe. La satisfaction de voir la réalité reconnue, de voir la vérité validée par des personnes dont le travail consistait à distinguer le vrai du faux. Les accusations ont été déposées la semaine suivante. Les journaux locaux ont repris l'affaire, non pas à cause de qui j'étais, mais parce que la maltraitance financière des personnes âgées devenait un problème reconnu en France. Les gros titres étaient cruciaux. Fille accusée d'avoir escroqué sa mère âgée et une affaire de maltraitance financière familiale met en lumière un problème croissant. J'étais simplement identifiée comme retraitée de 73 ans, ma vie privée étant protégée même lorsque mon histoire était rendue publique. Lire le récit de ma propre vie dans le journal était surréaliste, comme observer le traumatisme de quelqu'un d'autre à distance. Marie-Claire est venue ce soir-là avec une bouteille de vin et un air de célébration prudente. « Comment vous sentez-vous » a-t-elle demandé. « Fatiguée » ai-je admis. Mais pas vaincue. Plus maintenant. Des regrets? J'ai réfléchi sérieusement à la question. Regrettais-je la destruction de ma relation avec Céleste? La révélation publique des dysfonctionnements de notre famille? La perte du lien qui aurait pu être sauvé si j'avais choisi de garder le silence? Non, ai-je finalement répondu. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette qu'elle ait fait les choix qui ont conduit à cela. Mais je ne regrette pas de m'être protégée. Les négociations de plaidoyer ont duré encore un mois. L'avocat de Céleste, confronté à des preuves accablantes et à la volonté du procureur de requérir les peines maximales, a finalement recommandé d'accepter un accord de plaidoyer. 3 ans de prison, avec possibilité de libération anticipée pour bonne conduite. Une restitution intégrale a été ordonnée, payable sur une période de 10 ans après sa libération. Elle devrait également suivre une thérapie financière et il lui serait interdit d'agir comme agent financier ou aidant auprès de personnes âgées. L'audience de détermination de la peine a eu lieu un jeudi pluvieux d'avril. J'y ai assisté, assis à la tribune avec Marie-Claire, regardant ma fille se présenter devant le juge pour assumer la responsabilité de ses crimes. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Le gris de la prison ne lui allait pas, et des mois de stress juridique l'avaient vieillie d'une manière qui m'a causé une tristesse inattendue. Quoi qu'elle soit devenue, elle était restée l'enfant que j'avais porté, la petite fille qui m'avait autrefois fait confiance pour la protéger des cruautés du monde. Lorsqu'elle a eu l'occasion de s'exprimer, elle a présenté de brèves excuses qui semblaient plus répétées que sincères.
Elle a parlé de stress, de pression, d'erreurs qu'elle regrettait. Elle n'a pas parlé de vol, de trahison, d'exploitation systématique de la confiance et de la vulnérabilité. Même à la fin, elle n'a pas pu reconnaître ce qu'elle avait réellement fait. La déclaration du juge était plus honnête. Il a évoqué la cruauté particulière des crimes commis par des proches contre des personnes âgées vulnérables. Il a souligné la planification sophistiquée de la fraude, l'abus de confiance et d'autorité, et l'impact dévastateur sur le sentiment de sécurité de la victime et ses relations familiales. La défenderesse a violé non seulement la loi, mais aussi les obligations familiales fondamentales, a-t-il déclaré. Ces actes constituent une profonde trahison de la confiance qui justifie des conséquences importantes. 3 ans. Cela semblait à la fois trop et trop peu. Trop pour la fille que j'avais aimée, trop peu pour la personne qui m'avait volé toutes mes économies et tenté de me manipuler pour me faire devenir sans-abri. Tandis que l'huissier emmenait Céleste, elle me regarda une fois. J'ai cru lire du regret dans son expression, mais c'était peut-être de la colère. Ou un calcul. Ou le vide particulier de quelqu'un en panne de manipulation. Je n'ai pas détourné le regard. Je n'ai pas bronché. J'ai soutenu son regard fixe, celui de cette femme qui avait été ma fille et était devenue ma prédatrice, et je n'ai ressenti qu'une paix silencieuse et définitive. Le printemps arrivait au jardin avec cette douce persistance qui fait la renommée des jardins à la française. Le jardin commun fleurissait de tulipes et de jonquilles, les cerisiers se chargeaient de fleurs roses pâles, l'air était doux et empli de chaleur et de possibilités. J'avais commencé à faire du bénévolat au jardin, travaillant avec d'autres résidents à planter des fleurs et à s'occuper des légumes. Mes mains, qui m'avaient semblé inutiles pendant ces mois de dépendance forcée, se souvenaient comment extraire la vie du sol. Le travail physique a eu un effet thérapeutique inattendu, me permettant de me recentrer sur une réalité immédiate et tangible après des mois d'abstraction juridique et de complexité émotionnelle. Les rosiers poussent à merveille, m'a dit Madame Chen, une botaniste à la retraite devenue ma partenaire de jardinage. Nous étions debout à côté d'une rangée de rosiers que nous avions plantés le long du mur sud du jardin, leurs pousses vertes s'élevant vers le soleil chaud. Ils me rappellent les rosiers que Jean-Paul et moi avions prévu de cultiver en Normandie, ai-je dit. Nous n'en avons jamais eu l'occasion. La maison en Normandie faisait partie de l'ordonnance de restitution. À sa sortie de prison, Céleste serait tenue de me restituer la propriété, libérée des hypothèques qu'elle avait garanties. Les avocats estimaient qu'il faudrait des années pour régler les formalités administratives et régler les dettes, mais que je finirais par redevenir propriétaire de la maison de mes rêves. La question de savoir si j'y vivrais restait ouverte. Les jardins étaient devenus mon foyer d'une manière inattendue. La communauté de personnes qui avaient choisi l'indépendance plutôt que l'isolement, qui avaient trouvé le moyen de vieillir dignement et avec un but, qui se soutenaient mutuellement sans exploitation ni manipulation. « Avez-vous des nouvelles de votre petit-fils » demanda doucement Madame Chen. Tous les résidents connaissaient l'essentiel de mon histoire, pas les détails, mais suffisamment pour comprendre pourquoi je vivais seul, pourquoi j'avais changé mon nom sur la boîte aux lettres, pourquoi certains sujets étaient traités avec précaution. Une lettre le mois dernier, ai-je dit. Il travaille maintenant, à temps partiel dans un atelier de réparation d'ordinateurs. Il dit qu'il économise pour l'université. Lucas m'avait écrit 2 fois depuis la condamnation de sa mère. La première lettre était guindée, formelle, clairement écrite sous la contrainte ou avec un coaching. La seconde était différente, plus personnelle, plus honnête, reconnaissant qu'il savait que quelque chose n'allait pas mais ne voulait pas le voir. J'étais égoïste, grand-mère, avait-il écrit. J'aimais avoir de l'argent pour ce que je voulais, et je ne demandais pas d'où il venait. Je me disais que maman gérait bien tes finances, mais je crois savoir qu'elle ne le faisait pas. Je suis désolé de ne pas avoir parlé. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé. Je lui avais répondu, une lettre prudente qui prenait acte de ses excuses sans l'absoudre complètement. Il était jeune, mais ce n'était pas un enfant. Ses choix avaient des conséquences, et mon pardon ne pouvait pas les effacer, pas plus que l'emprisonnement de Céleste ne pouvait effacer les mois d'exploitation et de trahison. Mais il essayait de se construire une vie différente. Cela comptait. Le reverras-tu ? Demanda Madame Chen. Peut-être. Quand il sera prêt à vivre une relation fondée sur le respect mutuel plutôt que sur des attentes financières. Quand il aura appris à me voir comme une personne plutôt que comme une ressource. Et ta fille ? C'était la question la plus difficile. Céleste serait libérée dans moins de 2 ans si elle se comportait bien. Les paiements de restitution continueraient pendant une décennie, un rappel mensuel de ses actes et de ses dettes. Mais les peines de prison ont une fin. Les obligations légales finissent par s'accomplir. La question de savoir si le pardon était possible, si une quelconque relation pouvait être reconstruite, restait sans réponse. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Je ne sais pas si elle comprendra un jour vraiment ce qu'elle a fait.
Et je ne sais pas si je peux avoir une relation avec quelqu'un qui me considère comme une victime à gérer plutôt que comme une personne à respecter. Les roses n'étaient pas encore en fleurs, mais leurs feuilles étaient pleines et vertes, leurs tiges fortes et droites. Elles fleuriraient en leur temps, selon leur nature, non parce que quelqu'un l'exigeait ou manipulait leur croissance. Il y avait une leçon à tirer de tout cela, pensais-je. Sur la patience, sur les processus naturels, sur la différence entre une attention sincère et une manipulation contrôlante. La lettre est arrivée un mardi de juin, livrée à mon ancienne adresse et réexpédiée par la poste. L'enveloppe était institutionnelle, du papier gris, une étiquette d'adresse dactylographiée, l'adresse de retour de la maison d'arrêt pour femmes où Céleste purgeait sa peine. Je l'ai gardé longtemps avant de l'ouvrir, ce message de celle qui avait été ma fille, qui était devenue ma prédatrice, qui purgeait maintenant une peine pour des crimes contre moi. Que pouvait-elle bien avoir à dire? Quel mot pourrait combler le fossé entre l'amour que j'avais ressenti et la trahison que j'avais subie? Chère maman, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi. Je sais que tu as parfaitement le droit de jeter cette lettre sans la lire. Mais j'écris quand même, parce qu'il y a des choses que j'ai besoin de dire, et je ne sais pas si j'aurai un jour une autre chance. J'ai suivi une thérapie ici. Non pas par obligation, mais parce que je voulais comprendre comment j'étais devenue celle qui pouvait voler sa propre mère. Comment j'avais pu me convaincre que prendre ton argent t'aidait d'une certaine manière. Comment j'avais pu jeter du café à la femme qui m'avait élevée et me dire que j'étais la victime. La thérapeute dit que je souffre de troubles de la personnalité narcissique. Que j'ai passé ma vie à croire que les autres existent pour subvenir à mes besoins, que j'ai droit à tout ce que je veux simplement parce que je le veux. Elle dit que ce n'est pas une excuse pour ce que j'ai fait, mais une explication. Je ne sais pas si ça vous aide à comprendre. Je ne sais pas si vous vous souciez de la raison pour laquelle j'ai agi ainsi. Mais je voulais que vous sachiez que j'essaie de comprendre moi-même. Je vous ai volé. Je n'ai pas emprunté, je n'ai pas géré, je n'ai pas aidé. J'ai volé. J'ai pris de l'argent qui vous appartenait et je l'ai utilisé à mes propres fins. Je me suis convaincu que parce que je prenais soin de vous, j'avais droit à une compensation. Je me suis dit que votre argent était l'argent de la famille, que ce qui vous appartenait appartenait à nous tous. J'avais tort. C'était du vol, et je le sais maintenant. Je sais aussi que vous jeter du café à la figure était une agression. Que menacer de vous mettre à la rue était de la maltraitance envers les personnes âgées. Que utiliser votre amour pour moi et Lucas pour vous manipuler et vous faire obéir était de la violence psychologique. J'ai retourné ta propre bonté contre toi. J'ai utilisé ton désir d'aider ta famille comme une arme pour te contrôler. Je t'ai fait peur chez toi, peur de ta propre fille. J'ai honte de ce que je suis devenu. J'ai honte de ce que je t'ai fait subir. J'ai honte d'avoir dû tout perdre, ma liberté, le respect de mon fils, ton amour pour enfin comprendre ce que j'avais fait. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends que ce que j'ai fait était mal. Pas seulement illégal, mais mal. J'ai blessé la personne qui m'aimait le plus au monde, et je l'ai fait systématiquement, délibérément, pendant des mois. Je sors dans 18 mois. Je passerai les 10 prochaines années à te rembourser chaque euro volé, avec les intérêts, comme l'a ordonné le tribunal. Mais je sais que l'argent ne peut pas réparer les dommages que j'ai causés à ton sentiment de sécurité, à ta capacité à faire confiance, à ta foi en ta famille. Je ne te recontacterai pas si tu ne me contactes pas en premier. Je ne débarquerai pas chez toi ni n'essaierai de t'imposer une relation dont tu ne veux pas. Je n'utiliserai pas Lucas pour te manipuler ni te culpabiliser afin que tu me pardonnes. Si tu trouves la force de me donner une autre chance un jour, je passerai le reste de ma vie à te prouver que j'en suis digne. Si tu n'y arrives pas, je le comprends aussi. Je vivrai avec les conséquences de mes choix, tout comme tu as dû vivre avec les conséquences des miens. Je t'aime, maman. Je sais que j'ai une drôle de façon de te montrer mon amour, mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je n'ai juste jamais appris à aimer quelqu'un sans essayer de le contrôler, sans le rendre responsable de mon bonheur et de ma réussite. J'apprends maintenant. C'est dur, et je ne suis pas encore très douée. Mais j'essaie. J'espère que tu es heureuse. J'espère que tu es en sécurité. J'espère que tu as trouvé la paix. J'espère qu'un jour tu pourras penser à moi sans souffrir. Ta fille, Céleste. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai mise de côté et je suis allée au jardin. Les roses s'épanouissaient maintenant, pleines et parfumées, leurs pétales doux comme de la soie. Assise sur le banc que Jean-Paul et moi avions offert à la communauté, entourée de la beauté que nous avions créée ensemble, j'essayais de digérer ce que je venais de lire. Des excuses. Des excuses sincères, sans excuses, sans détour ni tentative de minimiser ses actes. Une reconnaissance du tort qu'elle avait causé, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Une promesse de respecter mes limites, de me laisser choisir les termes de toute relation future.
C'était tout ce que j'avais voulu entendre d'elle, tout ce que j'avais espéré qu'elle comprendrait un jour. Et je n'étais pas certaine que cela ait de l'importance. Parce que la compréhension et la reconnaissance, bien que nécessaires, ne suffisaient pas à rétablir la confiance. Parce que quelqu'un capable d'exploiter systématiquement la vulnérabilité de sa propre mère pourrait apprendre à imiter la responsabilité sans vraiment la ressentir. Parce que j'avais été manipulée par elle pendant si longtemps que je n'étais pas certaine qu'il ne s'agissait pas d'une manipulation de plus sophistiquée. Mais il y avait quelque chose dans cette lettre, une platitude, l'absence de l'émotion performative qui avait caractérisé ses précédentes tentatives de réconciliation qui semblaient authentiques. Elle ne demandait rien. Elle ne promettait pas que tout serait différent si je lui donnais une seconde chance. Elle prenait simplement acte de la réalité et acceptait ses responsabilités. C'était un début. Peut-être pas vers le pardon, mais vers quelque chose qui ressemblait à de l'honnêteté. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai mise dans ma poche. J'allais y réfléchir, la laisser reposer, voir ce que j'en penserais dans les jours et les semaines à venir. Il n'y avait aucune urgence, aucune pression pour répondre immédiatement ou définitivement. Pour l'instant, il suffisait de m'asseoir dans le jardin, entouré des roses que j'avais plantées de mes propres mains, dans une vie que j'avais construite selon mes propres choix. Le soleil me réchauffait le visage, l'air était doux du parfum des fleurs et de la promesse de l'été. J'avais 73 ans, et j'étais libre. 2 ans plus tard, je me tiens dans la cuisine de ma maison en Normandie, regardant le coucher de soleil peindre les murs d'or. Les batailles juridiques sont terminées, la propriété m'a été entièrement restituée, les dettes effacées grâce à la vente d'actifs dont j'ignorais l'existence. Les rosiers que Jean-Paul et moi rêvions de planter s'épanouissent dans le jardin, leurs fleurs de 2e année plus abondantes et parfumées que je n'aurais osé l'espérer. Céleste est sortie de prison il y a 6 mois. Elle vit dans un foyer de transition à Marseille, travaille comme femme de ménage de nuit dans un immeuble de bureau et m'envoie chaque mois un mandat de 200 € pour rembourser ses dettes. La somme me paraît à la fois insignifiante et colossale, une infime fraction de ce qu'elle a volé, mais aussi la preuve qu'elle honore ses engagements. Nous avons échangé 4 lettres depuis sa libération. Des échanges soigneux et formels qui reconnaissent notre histoire commune sans prétendre qu'elle n'a pas été irrémédiablement altérée. Elle me parle de son travail, de sa thérapie, de son petit appartement près de la mer. Je lui parle de la maison, du jardin, de la vie tranquille que j'ai construite sur les ruines de l'ancienne. Ni l'un ni l'autre n'évoque le pardon ou la réconciliation. Ces concepts semblent trop vastes, trop présomptueux pour la délicate reconstruction que nous tentons. Lucas me rend visite de temps en temps. Pas souvent, mais régulièrement. Il a terminé ses études informatiques, a trouvé un emploi dans une entreprise de technologie à Lyon et a emménagé dans son propre appartement. Il a appris à me considérer comme une personne plutôt que comme une ressource, accorder plus de valeur à nos conversations qu'à tout soutien financier que je pourrais lui offrir. « Je suis fière de toi, grand-maman », m'a-t-il dit lors de sa dernière visite, en me regardant travailler dans le jardin. Pas seulement pour avoir poursuivi maman, mais pour avoir construit cette vie. Pour avoir refusé de laisser ce qui s'est passé te rendre amer ou effrayé. Je ne suis pas sûr qu'il ait raison sur le côté amer. Il y a en moi une dureté qui n'existait pas auparavant, une méfiance qui imprègne chaque interaction avec ma famille, chaque offre d'aide, chaque expression d'inquiétude. J'ai appris à faire confiance, mais avec prudence. J'ai appris à aimer, mais avec des limites. Ce n'est peut-être pas de l'amertume. Peut-être de la sagesse. Le téléphone sonne alors que je prépare le dîner. Marie-Claire, qui appelle de Paris pour donner des nouvelles de sa vie, de sa famille, de sa façon progressive de gérer les défis du vieillissement dans un monde qui considère les femmes âgées comme des fardeaux ou des opportunités d'exploitation. Des nouvelles de Céleste, demande-t-elle, comme elle le fait régulièrement. Une lettre le mois dernier. Elle envisage de déménager dans une autre ville, de prendre un nouveau départ dans un endroit où personne ne connaît son histoire. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est probablement sage. Pour nous deux. Parce que le pardon, j'ai appris, ne nécessite pas de proximité. La guérison n'exige pas une relation durable. On peut souhaiter bonne chance à quelqu'un à distance, espérer qu'il ait trouvé la paix et un but, sans pour autant l'inviter à revenir dans son quotidien. Après avoir raccroché, je me sers un verre de vin et m'installe sur la terrasse, regardant les dernières lueurs du jour s'éteindre. La maison est silencieuse autour de moi, remplie de mes propres choix, de mes propres possessions, de ma propre paix. Demain, je jardinerai. Je lirai un livre que j'ai choisi pour mon plaisir. J'appellerai des amis dont j'apprécie la compagnie plutôt que de la subir. Je prendrai des décisions en fonction de mes propres préférences plutôt que des attentes ou des manipulations des autres. Des choses simples. La dignité fondamentale d'une vie adulte autonome. Des droits que j'avais oubliés, des libertés que j'avais abandonnées au nom de l'harmonie familiale et d'une gratitude légitime.
Je les ai reconquises. Non pas par colère ou vengeance, mais par le simple refus de participer à ma propre exploitation. Par le choix révolutionnaire d'accorder autant d'importance à mon bien-être qu'à celui des autres. La tache de café a disparu depuis longtemps de ma chemise de nuit, mais je me souviens encore du moment où c'est arrivé. Non plus avec douleur, mais avec gratitude. Car ce moment d'humiliation a été le catalyseur de tout ce qui a suivi. L'enquête, les poursuites, la lente reconstruction d'une vie digne d'être vécue. Parfois, la pire chose qui puisse vous arriver devient la meilleure chose qui aurait pu vous arriver. Non pas parce que la cruauté était justifiée, mais parce qu'elle vous a forcé à trouver une force que vous ignoriez posséder. J'ai 75 ans maintenant. J'ai survécu à la trahison, à l'exploitation et à la découverte bouleversante que les personnes que j'aimais le plus ne me voyaient que comme une source de financement pour leurs rêves. J'ai aussi survécu à la reconstruction. Les batailles juridiques, l'exposition publique, le lent travail de reconstruction d'une nouvelle vie à partir des décombres de l'ancienne. Je ne suis plus la même femme assise dans cette cuisine il y a 2 ans, abasourdie par le café qui coulait sur sa poitrine. Cette femme était reconnaissante pour quelques bribes d'affection, prête à acheter l'amour au prix de sa propre avilissement, convaincue que ses besoins étaient moins importants que ceux des autres. Cette femme, celle que je suis devenue, connaît sa propre valeur. Elle choisit ses propres fréquentations. Elle dépense son argent selon ses propres priorités. Elle a appris la différence entre amour et manipulation, entre attention et contrôle, entre obligation familiale et exploitation financière. Elle n'est pas amère, malgré ce que les autres pourraient penser. Elle n'a pas peur, malgré ce qu'elle a survécu. Elle n'est pas seule, malgré les relations qu'elle a perdues. Elle est libre. Et au final, cette liberté vaut plus que tous les euros volés, toute l'affection manipulée, toutes les fausses promesses de loyauté familiale qui ont servi à justifier mon exploitation. J'ai 75 ans et je suis libre. Les roses fleurissent dans mon jardin, plantées de mes propres mains, entretenues avec soin, belles sans demander la permission à personne. Tout comme moi,